Ok, merci d'être venu. Bon, moi, j'avais pas de questions particulières, c'était juste pour voir à peu près les autres questions si ça pouvait m'intéresser. Si tout le monde est venu entendre les autres questions et que personne n'en a, ça va être vite réglé. Donc, globalement, j'avais une question, enfin, je sais pas comment dire, mais je me demandais si on proposait un auto-étirement à un patient, au-delà juste d'épuiser toutes les courses pour le mettre en amplitude passive maximale, si on propose un auto-étirement qu'on n'a pas vu en cours, comment on peut s'assurer que ce qu'on propose est correct? Ce qui est correct vis-à-vis du patient ou vous me parlez d'une situation de l'examen? Bah, que ce soit en examen ou dans la vie. D'accord. Mais je comprends pas votre question. Si vous voulez proposer un auto-étirement que vous inventeriez à ce moment-là. Oui, parce qu'il y en a certains qu'on voit pas forcément en cours et je voulais savoir s'il y avait un moyen de savoir comment faire les choses bien par nous-mêmes, quoi. Bah, un auto-étirement, ça s'imagine et ça se teste ou ça se visualise. La dernière fois, par exemple en TD, on m'a proposé des auto-étirements à partir de vidéos YouTube. Voilà, on les regarde et puis on se dit si c'est bien, si c'est pas bien, en quoi il est intéressant, est-ce qu'il s'adresse à tout le monde, est-ce que les consignes sont bonnes, on fait ça. Mais si vous voulez, c'est sûr qu'en examen, si on vous propose des étirements ou une prise en charge d'une déficience de type hypoextensivité musculaire, bah, il faut que vous démontriez comment vous faites pour pallier à cette déficience. Et l'argument, hein, je vous le rappelle, c'est que si vous avez quelqu'un qui vient chez le kiné une fois ou deux fois par semaine et vous allez étirer 3 fois 1 minute 30 le muscle, ça va pas suffire. Donc il faut forcément passer aux auto-étirements. Donc vous devez proposer forcément dans ce type de questions des auto-étirements. Euh, Moi, j'avais une petite question concernant les disques jambiers, parce que j'ai vu que quand il y avait des... Vous avez pas de vidéo? Non, malheureusement, non, j'ai pas Ah, de caméra sur mon écran. Mais je participe, donc ça comprend. Euh, J'avais vu en stage que les gens qui avaient des ruptures des croisés avaient souvent des associés avec des hypoextensibilités des ischio-jambiers. oui. Et du coup, je voulais savoir si on pouvait quand même venir étirer les ischio-jambiers alors qu'on n'avait pas un genou sain, du coup, par définition. Alors là, je vous rappelle que quand vous proposez des modes passifs ou des étirements, c'est en deçà des contre-indications. Mais le patient, il a quand même une hypoextensibilité à traiter. Si on peut pas faire d'étirements, j'arrivais pas à trouver d'étirements corrects en me posant la question. Bah, est-ce que je peux étirer des gastrocnémiens sur une fracture du tibia? En effet, pas de problème. C'est, il ne faut simplement pas être dans les contre-indications. Donc c'est vrai que vous êtes en première année, on met l'accent sur les techniques, c'est bien de vous poser ce type de questions, mais il est évident qu'on ne peut pas faire des étirements chez tout le monde. Il y a des contre-indications aux étirements. Vous pouvez pas étirer un muscle alors qu'il est en période de consolidation. Hein, si vous avez un muscle sectionné qui est suturé, si vous voulez l'étirer au bout de 15 jours et que vous pétez la suture, le chirurgien va venir vous voir. Hein. Donc il y a des étapes à respecter en lien avec les contre-indications que sont les non-consolidations, les états inflammatoires. Est-ce qu'on étire un muscle, un tendon inflammé, quoi? Oui. Donc oui, il y aura des situations où on constatera des déficiences dans l'origine est une hypoextensibilité musculaire et qui pour le moment ne permet pas d'intervenir parce que les conditions ne le permettent pas. Ok. Ça, c'est vrai que pour l'instant, vous voyez un petit peu des techniques qui sont un peu déconnectées hein, de la réalité clinique.
c'est une autre étape que on vous demande de savoir maîtriser les techniques, ce qu'elles mettent en jeu, justement, pour, face à une pathologie, savoir si vous pourrez les appliquer ou pas. Qu'est-ce qu'elles mettent en jeu? Je reprends, par exemple, l'étirement des ischio-jambiers. L'étirement des ischio-jambiers, vous pouvez le faire soit à partir d'un genou tendu et vous mobilisez la hanche en flexion. Il arrive que quand on verrouille le genou du patient en extension et qu'on commence à être dans la course externe, eh bien, on génère sur ce patient un récurvatum de genou. C'est pas forcément une bonne idée d'insister dans ce sens. Donc, le voyant, je sais que j'ai une autre possibilité. Je peux fléchir totalement la hanche du patient, puis étirer les ischio-jambiers à partir de l'extension du genou. Et là, j'aurai plus du tout de récurvatum. Le raisonnement est le même pour un coude quand je veux étirer le long biceps. Si, quand j'étire le long biceps dans cette position, je génère un récurvatum de coude, eh bien, il me suffit de mettre d'abord l'épaule en extension, puis de mobiliser le coude, et plus jamais j'ai de récurvatum de coude. Donc là, on attire bien votre attention sur les modalités pratiques de la réalisation de la technique, mais qui prend en compte la faisabilité en fonction, ici, par exemple, d'une articulation hyperlaxe. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir. C'est pour ça que ça sert à rien d'apprendre un étirement par cœur pour un étirement. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que vous mettez en jeu, qu'est-ce qu'il faut fixer, quelles sont les structures que vous étirez. Et à ce moment-là, quand vous aurez des patients et qu'on va vous décrire ce qu'il a exactement au niveau musculaire, c'est là où vous allez dire, ah, là, c'est pas le moment de faire ça. Ou, au contraire, c'est adapté. Donc, il faut toujours situer ça. Et si j'en reviens à mon exemple là, du coup, de mes ischio-jambiers, si j'ai un genou qui est pas top, mais ça va quand même, le fait de le mettre en extension max. Monsieur Serre, je ne sais pas ce que c'est qu'un genou pas top, mais quand même. Vous voyez, je ne sais pas ce que c'est ça. Le fait de mettre le genou en extension max, on est d'accord que ça me protège mieux que mettre la hanche en extension max et jouer sur la hanche et jouer sur le genou. On parle de quoi? Des ischio-jambiers? Par exemple, oui. Bah, je sais pas. Si c'est récurvatum, il vaut mieux fléchir la hanche. Maintenant, si quelles seraient les contre-indications d'un étirement de ce type-là? Il y a des tiroirs dans le genou. Oui. Le fait de mettre le genou en extension max, ça fait qu'on empêche l'effet tiroir. Parce que les tiroirs, ils se font quand on est quand on a un genou quand on a la patella qui est engagée. Ou j'ai pas bien compris. S'il y a des tiroirs, ça m'empêche pas de faire un étirement. Maintenant, si vous me dites, il y a une suture du croisé qui a moins d'un mois, je dis, mais jamais tu fais ça. Mais vous avez plein de patients qui ont des genoux avec des tiroirs parce qu'ils se sont fait une entorse ligamentaire, qui n'ont pas été opérés, et on peut étirer sans problème. Et si je vois que je génère un tiroir, bah, moi j'ai une main pour le contrôler, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le tiroir et la mise en tension l'étirement met en tension un ligament en cours de cicatrisation, là ça commence à poser problème. Et donc là après, on revient à une petite question simple. Quand est-ce que les ligaments croisés sont en tension? Plutôt en flexion, plutôt en extension? Et oui, si tu sais pas répondre à ça, tu sais pas si tu peux faire l'étirement ou pas. Donc c'est pas juste apprendre la synésio pour apprendre la synésio. De cette question et de cette réponse que vous avez en synésio, ça peut vous donner des indications ou des contre-indications pour pouvoir étirer les ischios ou non. Bon, bah voilà. Vous attendez quoi, que je fasse un cours? On m'a dit c'était tutorat, ils ont plein de questions, c'est des domaines qui les intéressent, ils voudraient faire le point sur la mode passive, les étirements. Ok, j'y vais. J'écoute vos questions.
Bien, ça ne dérange pas, je vais traiter mes mails pendant ce temps-là. Si jamais il y avait une question qui arrivait, vous n'hésitez pas à intervenir. Moi, j'avais une question. Oui. Lucie qui parle. Je voulais savoir, quand on fait une traction, quel est l'intérêt plus de le faire dans l'axe de l'articulation que dans l'axe plus du segment? Dans l'axe de l'articulation ou l'axe du segment? Est-ce que je le fais plus spécifiquement près de l'articulation, par exemple pour la hanche, donc je fais une prise beaucoup plus au niveau de la coxo-fémorale, ou est-ce que je fais plus une prise par rapport à l'axe du fémur ou dans le prolongement du membre? Et quel est plus l'intérêt, je le connais, mais entre guillemets, comment on va choisir sur le moment? Est-ce qu'il y a plus de situations où ça sera plus intéressant dans la capsule ou plus intéressant dans l'axe du membre? Oui, je pense avoir compris votre question. Vous me dites qu'il y a quoi, différentes indications, c'est ça? Est-ce qu'il y a différentes différentes indications? Par exemple, il y a possibilité de prendre une prise plus proche de la capsule. Bon, la prise, je la connais. Maintenant, pourquoi le faire plus proche de la capsule et pas dans la limite d'amplitude du patient, par exemple en faisant une prise sus-malléolaire et puis tirer dans l'axe du fémur? Ouais. Alors, pour répondre à ça, il faut se poser une question préalable. Pourquoi on fait des tractions? C'est pour augmenter l'interligne articulaire. Ça peut être pour la détente musculaire autour de l'articulation, ou ça peut être aussi pour sécréter de la synovie. Enfin, de toute façon, la traction, elle a plusieurs effets. Oui, mais justement, continuez, ce que vous dites est juste. Par exemple, si on veut, dans quelle situation on rechercherait la sécrétion de synovie? Moi, je partais du principe que à partir du moment où on cherchait de la sécrétion de synovie, c'était aussi par rapport à l'échauffement, par rapport à l'étirement des capsules ligamentaires. Vous voulez quoi? Échauffer les ligaments? Non, pour diminuer la viscoélasticité. Oui, ça, vous me dites pourquoi vous voulez faire ça, mais dans quel cas on va rechercher cette sécrétion synoviale? Je peux ou... Oui, bien sûr, tout le monde peut intervenir, hein, oui. Il me semble que la sécrétion de synovie, on va surtout la rechercher quand un patient n'a pas marché depuis un certain temps. Donc si c'est l'épaule, faut le faire marcher sur les mains? Non, alors si c'est l'épaule, et s'il n'a pas été mobilisé du coup depuis aussi un certain temps au niveau de l'épaule, par exemple un patient en réanimation qui a été, ça peut être un exemple, mais pareil au niveau de l'épaule, il l'a pas mobilisé depuis un certain temps, ou quelqu'un qui a eu une épaule immobilisée tout simplement depuis un certain temps aussi. Un coude dans un plâtre, un genou dans Voilà. un plâtre, une épaule en écharpe pendant 2 mois, pas d'appui sur un membre inférieur, tout ça. T'as pas aussi une sorte de peur de charge aussi? Le fait de venir porter une charge, lâcher une charge, ça va pas faire les mêmes effets Ça dépend. Si j'ai le droit à l'appui, effectivement, pour un membre inférieur, c'est quoi la synoviale? La synoviale, c'est un lubrifiant articulaire et c'est quelque chose qui nourrit le cartilage articulaire. Et la synoviale, c'est un tissu qui tapisse la face interne de la capsule et qui sécrète un liquide, la synovie. Donc c'est cette synovie qui va être le lubrifiant et alimenter un petit peu ces cartilages articulaires. Et ça se passe par imbibition. Cette imbibition, elle se fait par contrainte, par mise en charge des charges. Quand, à chaque pas que vous faites, vous avez une compression sur la talocrurale, sur l'articulation du genou, dans la coxo-fémorale. Chaque fois que vous portez une charge, vous avez des forces de coaptation dans l'épaule, dans le coude, dans le poignet, etc.
Donc notre fonctionnement physiologique fait que la sécrétion de synovial se fait bien, l'imbibition du cartilage se fait bien. Maintenant, on est immobilisé ou on n'est plus en appui. Là, ça pose problème. On peut avoir effectivement une diminution de sécrétion qui fait que, avant de commencer à mobiliser, on pourrait se dire ce serait bien de solliciter un petit peu cette synoviale pour qu'on ait le lubrifiant en place et qu'on puisse nourrir le cartilage. Donc si c'est ça l'objectif, à ce moment-là, il faut que j'étire au maximum l'ensemble de la capsule pour solliciter le maximum de synovial. Donc à ce moment-là, la traction que je cherche à faire, c'est celle où je peux étirer quasiment l'ensemble de la capsule. Et cette position d'étirement de la capsule, c'est celle où il y a où les tensions capsulaires sont le plus équilibrées. Par exemple, quand un genou est en extension complète, les coques condyliennes sont hyper tendues. Hein. C'est elles qui vous empêchent de faire le récurateur. Ce n'est pas une position. Donc là, vous avez le plan capsulaire postérieur qui est hyper tendu et le plan capsulaire antérieur qui est complètement détendu. Donc l'idéal, ce serait de placer le genou à 20-30 degrés de flexion, qui est la position d'équilibre mécanique du genou, c'est-à-dire qu'il y a autant de tension en avant, en arrière, latéralement. Et là, c'est là où j'ai le maximum de chances d'étirer l'ensemble de la capsule. Si je prends l'articulation coxo-fémorale, c'est la position, alors selon les auteurs, 3x15 ou 3x20 degrés, on n'est pas à 5 degrés près, c'est quand vous placez la hanche en flexion 15 degrés, abduction 15 degrés, rotation latérale 15 degrés, où l'ensemble de la capsule est à peu près en tension équivalente. Et là, quand je fais cette traction, c'est là où j'ai le maximum de possibilités de solliciter la synoviale par ces mouvements de traction répétés. Je sollicite la synoviale. Sollicitant la synoviale, elle génère de la synovie et j'ai une articulation qui est prête pour la mobilisation passive derrière. D'accord? Donc là, si l'objectif c'est ça, si on était en thérapie manuelle ou en ostéopathie ou en chiropraxie ou en je sais pas quoi, on appellerait ça comme synonyme, on parlerait de pompage articulaire. Vous voyez? On va solliciter l'articulation pour faire du pompage. Donc il faut se mettre, si je veux avoir le maximum d'amplitude en termes d'écartement, il faut pas que j'ai une des parois qui soit plus tendue que l'autre. Donc il faut que j'ai la notion de repos mécanique un petit peu. Alors repos mécanique, je répète, c'est quand les tensions périarticulaires sont uniformes. Enfin, on tend à ça. Un genou, c'est 30 degrés. Okay, une hanche, c'est 3x15. 15 flex, 15 abductions, 15 rotations latérales. Voilà. Donc là, ça répond très clairement à ça. Mais si vous avez quelqu'un, par exemple, qui a un flexum de hanche ou un petit flexum de genou ou une cheville un peu raide et qui vient chez vous en ayant fait 15 minutes de marche à pied, il n'y a pas de raison de faire du pompage articulaire pour fabriquer de la synovie. Il le fait toute la journée, le gus. Il appuie dessus. Donc, c'est pas pour ça que tu vas faire des tractions. Bien. Maintenant, vous me dites, on peut aussi rechercher une position où on veut faire des tractions pour étirer les structures capsulo-élémentaires. Ah, ok. À ce moment-là, ça veut dire que j'ai fait un bilan, j'ai trouvé qu'il y avait une amplitude qui était déficitaire, dont j'estime que ce déficit, on peut l'attribuer à une hypoextensibilité des structures capsulo-élémentaires. Il faut donc que je les étire. Eh bien, ce que je peux faire, c'est je me place dans le maximum de l'amplitude permis et je fais une traction. Et là, je suis sûr que je vais, puisque j'ai préalablement mis en tension les facteurs les éléments hypoextensibles, quand je vais faire une traction dessus, alors je les étire. Et là, je fais bien une traction dans le maximum de l'amplitude permis pour étirer les structures capsulo-ligamentaires. Est-ce que cette traction peut également générer une sécrétion synoviale? Ouais, bien sûr, forcément, en corollaire. Mais c'était pas mon objectif de départ, surtout qu'il venait en marchant. Évidemment, ça le sollicitera aussi. Et puis, il y a une traction, vous m'avez dit, pour soulager les contractures musculaires, c'est ça? Madame Jambot nous avait dit en tutorat que ça faisait partie aussi, qu'en réalité, quand il y avait une immobilisation, automatiquement, il y avait un petit peu une sorte de rétraction musculaire autour de l'articulation. Donc le fait de réaliser une traction, ça permet de détendre les muscles qu'il y a autour de cette limitation. Alors, là,
quand on parle de ça, c'est totalement exact. Hein. C'est-à-dire que si vous arrivez à solliciter une articulation et que vous étirez les structures musculaires qui sont autour, vous répondez à un étirement musculaire permet d'allonger ou de diminuer une contracture. On peut faire diminuer une contracture musculaire en faisant un étirement passif. Donc, oui, on peut le faire. Mais est-ce que ça s'adresse à n'importe quel muscle, ça? Est-ce que quand je vais faire une traction, par exemple, inférieure dans l'humérus pour la gléno-humérale, est-ce que ça va détendre le biceps brachial? Si vous voulez me parler, il faut ouvrir les micros. Hein. Quels sont les muscles qui répondraient bien à l'indication que vous proposez? Je pense que c'est aux muscles de la coiffe. Ouais, j'allais dire. Ouais, mais ça, c'est parce que vous me parlez de l'épaule, mais comment on pourrait être un peu plus général? Vous avez raison. Dans ce cas-là, ce seraient les muscles de la coiffe qui nous intéressent. Ce seraient des muscles dont les tendons sont accolés, ou en tout cas très proches de la capsule. Mais comment on pourrait appeler tous ces muscles? Les muscles périarticulaires. Marche. Tous les muscles périarticulaires. L'épivitrecantérien pour la coxo-fémorale, la coiffe des rotateurs pour la gléno-humérale. Les muscles périarticulaires. Mais dis-moi, quel muscle tu vas étirer en faisant des tractions de genoux, quoi? En muscle périarticulaire? Aucun. Donc, l'indication de traction de genoux pour détendre la musculature périarticulaire, elle n'existe pas. Le principe de l'indication, si on dit vous êtes un peu comme ça, c'est normal, et on est là pour réguler ça. Hein, on vous donne comme indication, les tractions, ça permet de détendre les muscles. Donc je vais faire des tractions de genoux, comme ça va détendre le biceps fémoral. Tu parles. Rien du tout. Il faut juste l'envisager sur des muscles périarticulaires qu'on va solliciter et qui vont se détendre parce que eux, ils sont mis en tension au niveau du corps musculaire. Mais quand tu as un muscle qui fait 1 mètre de long et que tu tires tes 2 mm d'interligne, ça va pas faire grand-chose à propos de ce muscle. En tout cas, il y a beaucoup mieux à faire. Sur les muscles courts, typiquement du pied ou de la hanche. Oui, muscles courts, périarticulaires. Voilà. Donc au genou, il n'y en a pas, par exemple. Alors, vous voulez lever une contracture du poplité. Ok. Ça marche, on peut le faire. Ah bon, s'il y en a un parmi vous qui se souvient d'avoir une contracture du poplité, il n'y a pas de souci, hein, on peut le faire, mais voilà. Si on va jusqu'au bout du bout, c'est ça. Donc, voilà quand même 3 indications pour les tractions. On pourrait en ajouter une 4e, qui est de soulager un interligne articulaire douloureux. Alors, cette indication, elle est plutôt en lien avec les muscles périarticulaires. J'explique. Une hanche qui souffre d'arthrose, donc une coxarthrose. Pour les patients, cette hanche est douloureuse quand ils marchent, parfois même au repos. Bref. Dès que la hanche reste longtemps en appui, alors l'arthrose, je vous rappelle que c'est une destruction du cartilage articulaire. Donc, ce cartilage, alors on nous dit que le cartilage n'est pas innervé, c'est juste, mais une fois qu'il est bouffé, en dessous, t'as l'os sous-chondral qui, lui, présente des terminaisons nerveuses. Donc ça devient un petit peu douloureux pour ce patient. Et qu'est-ce qui se passe quand une hanche une articulation est douloureuse? En général, la structure ou les structures périarticulaires se contractent pour verrouiller l'articulation, pour empêcher sa mobilité. Cette contraction de verrouillage, de limitation d'activité, elle se prolonge dans le temps. J'ai envie de dire qu'elle deviendrait permanente, qu'elle deviendrait douloureuse, et que son origine est réflexe, puisque c'est un réflexe de protection. On est devant donc des contractures musculaires. Donc tu te retrouves avec un patient qui souffre de l'interligne articulaire de sa hanche qui se détruit, le terme excessif. Autour de ça, on a une réaction de protection de type contraction, donc c'est bien une origine réflexe, mais comme le cartilage ne va pas se reconstruire dans les minutes,
elle va devenir permanente et elle va devenir douloureuse. On a bien une contraction permanente, douloureuse, réflexe. Alors après, c'est facile, hein. On peut faire, par exemple, on sait, pour lever les contractures musculaires, on peut faire du pétrissage en course interne. Vous êtes d'accord? Donc moi, je regarde comment vous faites du pétrissage en course interne des pelvis trochantéraires. Tu sais, en reptation, tu prends le corps du muscle, tu le tords. Bah, je vous regarde faire ça sur le jumeau inférieur, par exemple. Si vous savez faire ça, moi je sais pas. Mais donc on peut pas atteindre ces muscles directement par du massage en course interne, reptation et tout le tralala. Les seuls moyens qu'on a, c'est éventuellement des levées de tension. Problème, quand je fais des levées de tension et que je demande une contraction maximale au sujet, qu'est-ce que je fais? Je génère des forces de coaptation très importantes. Donc, finalement, je recrée la douleur au niveau de l'interligne. Alors peut-être une des solutions qui peut être sympa, c'est de faire des tractions articulaires très douces, du pompage articulaire, qui vont étirer ces structures musculaires contracturées et favoriser leur détente. Quand vous avez des patients qui sont douloureux, on vous montrera comment faire ces pompages articulaires très simples, qu'on fait d'une manière très lente, qu'il faut que vous sachiez bien ressentir pour que le patient ressente bien, et ça soulage véritablement les patients, parce qu'on ne peut pas accéder à ces muscles profonds manuellement. Donc c'est en ce sens que je vous dis, vous voyez, ça va soulager l'interligne, en réalité, en décontracturant les muscles périarticulaires, qui annulent donc leur force de coaptation, qui augmente la douleur due à la compression articulaire. Et quand c'est la coxo-fémorale? La coxo-fémorale, c'est une articulation qui est extrêmement emboîtée. Et selon l'orientation du col, selon les pathologies qui ont généré la coxarthrose, eh bien, quand vous êtes en appui sur votre hanche, il y a deux zones d'appui. Il y a le pôle supérieur et le pôle médial. C'est là où vous avez une coxarthrose, une atteinte arthrosique qui peut exister plutôt sur le pôle supérieur de la tête, ou bien dans la partie la plus interne qui répond au fond de l'acétabulum. Ces deux atteintes possibles de l'interligne articulaire, eh bien, on a la possibilité de se dire, je peux soulager dans mes tractions, je peux peut-être faire prédominer mon action de traction sur le pôle supérieur, ou plutôt sur le pôle médial. Et c'est là où je vais choisir, dans l'axe de la diaphyse fémorale, je vais faire cette traction, ça va surtout dégager le pôle supérieur. Alors que si je viens faire une prise au niveau du pli inguinal, au niveau des adducteurs, dans la direction du col, c'est plutôt pour soulager l'interligne médiale. Et voilà pourquoi je serai amené sur un patient à faire plutôt l'une que l'autre. Et vous voyez que là, on justifie toutes ces tractions uniquement en regard de l'anatomie, de la physiologie et de la physiopathologie éventuelle. Est-ce que vous cernez mieux les indications de ces tractions? Super, merci. Après, vous récitez, vous dites, voilà. Si à la fin de ça, vous me dites, ou dans un examen, vous dites, de toute façon, les tractions, Cordier nous l'a dit, c'est pour la synoviale, c'est pour les interlignes et pour décontracter les muscles, voilà, et que tu sais pas pourquoi tu le fais, ça n'a aucun intérêt. Alors, j'essaye de vous expliquer pour chaque point, qu'est-ce qui justifie ça. Si vous rentrez dans la compréhension de ça, avec ces quelques approches de pathologie ou physiopathologie, plus jamais tu as besoin de réviser les tractions. T'as compris, quoi. Parce que ça va être votre pain quotidien, au niveau sur n'importe quelle articulation, c'est valable tout ça. Alors, il y a des articulations qui, vous avez compris le principe, si vous voulez faire synovial, il faut prendre une position de repos mécanique. Si tu veux étirer le plan capsulaire, il faut le mettre dans le maximum de l'amplitude permis. Et si tu veux faire du muscle, eh bien, on retrouve la position plutôt mécanique. Voilà. Et puis alors après, si tu veux faire du repos mécanique, mais que le sujet n'a pas l'amplitude, tu peux pas le faire. Tu fais que dans l'amplitude maximale permise. Les principes, c'est ça. Après, vous les adaptez à chaque articulation. Donc, du coup, c'est quand même intéressant de se dire, pour cette articulation, quelle serait la position d'étirement global? Et donc, un genou, c'est pas genou tendu. Par contre,
je peux faire une traction de hanche, j'aime bien que le genou soit tendu. Parce que quand le genou du sujet est en extension complète, eh ben moi je sais qu'il est en verrouillage passif. Verrouillage passif, je peux tirer dessus, quoi. Je sais que je vais pas pouvoir faire une traction de genou sur un genou verrouillé en extension. Donc quand je suis au-dessus des malléoles et que je tracte, mon effort de traction, il se transmet directement à la coxo-fémorale. Il passe pas par le genou. Ben, enfin, ça passe par le genou, mais il est verrouillé. Donc, il n'y a pas de souci. Par contre, si je veux faire une traction de genou, le préalable, il faut que je déverrouille le genou. Sinon, je ne peux pas faire de traction. Donc, une traction de genou, on ne peut pas l'envisager sur un genou en extension complète. Il faut le déverrouiller, 20, 30 degrés maximum, et là, on peut commencer à faire des tractions de genou. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui, merci. Pas d'autres précisions là-dessus? Questions complémentaires? Quand on sait bien faire les tractions, je vous assure, et qu'on les fait à un rythme lent, qu'on sait le faire et le sentir dans l'interligne articulaire que l'on veut faire, ce sont des techniques qui sont vraiment, très très efficaces pour les patients. Très très efficaces en termes de ressenti. Quand je vous vois faire... S'il vous plaît, Oui, quand on veut tracter au niveau des articulations talocrurales ou subtalaires, mais du coup, on va pas aller tirer au niveau du genou ou justement si on veut tracter dans la subtalaire, tirer dans la talocrurale, comment on peut bloquer? oui. Si vous voulez faire des tractions de l'articulation talocrurale, vous pouvez le faire avec un membre inférieur tendu. Mais évidemment, ça suppose que cette fois, vous êtes assuré qu'il y avait intégrité de la hanche et intégrité du genou. Sous-entendu, quand vous me dites ça en exact, je fais OK. Bah, vous vérifiez l'intégrité de la hanche, s'il vous plaît, comment vous faites? Il y a des questions qu'il faut se poser à un moment. Si vous me dites, je vais faire une traction de cheville, par exemple, assis en bord de table, le patient est assis en bord de table, jambes pendantes donc, je mets une main sur le talus, une main sur le canus, je tracte. Là, sur un genou à 90 degrés, il est sûr que je suis en train de faire aussi une traction sur le genou. Et là, vous me dites, oui, mais une fois qu'on a épuisé l'espace de traction propre au genou, notre traction devient efficace sur la cheville. Je dis, OK, moi je veux bien, mais le petit préalable, c'est de s'assurer que le genou, il est sain quand même. Et donc je vais vous demander, c'est quoi un genou sain? Oui. Normal, vous allez me dire, ah bah si monsieur, on a vérifié que le genou était sain. Je dis, OK, comment tu vérifies que le genou est sain? Donc là, on attend simplement que vous disiez, j'ai fait un choc patellaire, il n'y a pas d'arthrose, l'articulation n'est pas inflammatoire. J'ai vérifié s'il existait des tiroirs antérieurs ou postérieurs pour m'assurer qu'il n'y ait pas de laxité des ligaments croisés. Et j'ai fait des sollicitations d'implant frontal, valgus varus, pour vérifier l'intégrité des ligaments collatéraux. Il n'y a rien de tout ça, je pense qu'il n'y a pas d'antécédent traumatique, le sujet ne se plaint de rien. Donc je considère que ce genou est sain et que je peux faire cette technique. Ok, voilà, ok, moi, ça marche, c'est nickel. Et si vous savez pas ce que c'est un genou sain, vous ne dites pas, je vais faire les tractions, je suppose que le genou est sain. Oui. Et pour la hanche saine? Pardon? Et pour la hanche saine, comment on vérifie que la hanche est saine? Je sais pas, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vérifier déjà l'amplitude articulaire. Ouais. Pareil, poser la question de savoir si ça va. Ouais. Alors, si ça va, hein, c'est-à-dire avez-vous des antécédents traumatiques et autres, hein. C'est normalement, quand vous occupez d'un patient, vous avez quand même quelques éléments de dossier. Et il vous dit, ouais, ça va à peu près, mais ils m'ont mis un clou, ils m'ont mis une plaque, le chien m'a dit qu'il y avait 2 vis qui tenaient pas, j'ai pas le droit de marcher. Et t'oublies de faire des tractions, là, tu vois, tu passes à une autre technique, là. Tu sais qu'il faut pas faire. Bah oui, il faut s'en inquiéter, bien sûr. Je comprends qu'il faut s'en inquiéter, mais ces patients-là, ils ont quand même des soucis qu'on veut traiter. Et du coup, ils sont quoi? Ils sont en impasse thérapeutique à ce moment-là, ou alors ils ont d'autres solutions? Non, on priorise ce qui est à prioriser. Vous verrez des fois sur des patients, par exemple, les patients les plus frustrants, ce sont, pour nous, thérapeutes, ce sont les polytraumatisés, quoi. Fracture membre sub, fracture membre inf,
Tu dis normalement, toi, je te mets des béquilles. Ben non, fracture membre sup, t'as pas de béquilles. Et la merde, elle commence, quoi. Il faut que je gère, il faut que je trouve des astuces. Il peut pas être en charge, il peut pas marcher en décharge. Il a un membre inférieur sain. Normalement, il pourrait déambuler avec des aides techniques, mais il a un poignet pété d'un côté et un coude de l'autre. Donc on oublie. Donc le mec, déjà, pour se déplacer, c'est un fauteuil roulant. Ah merde, ou à cloche-pied. Évidemment, il y a des fractures partout, tu ne laisses pas partir à cloche-pied. Donc c'est hyper frustrant. Et donc on est dépendant des consolidations à venir. Et c'est là où il faut qu'on soit bon. Qu'est-ce qu'il faut prioriser? Qu'est-ce que je peux me permettre? Comment j'anticipe la remise en charge, etc., etc. Donc toutes ces questions-là, oui, vous les poserez à un moment, hein, forcément, en fonction des patients. Mais déjà, ce qui est essentiel, c'est de comprendre ce que vous mettez en jeu dans une technique. Si vous maîtrisez ce que vous mettez en jeu dans une technique, face à une pathologie dont vous aurez compris en quoi elle consiste, quand vous allez mettre les deux l'un en face de l'autre, vous allez immédiatement mettre en évidence les contre-indications. Donc j'étais parti sur je sais plus quoi juste avant. Alors, d'autres questions sur la mode passive? Oui, vous disiez à un moment donné, je crois que c'est là que vous avez été coupé avec des questions, vous disiez que les tractions étaient très efficaces et que quand vous nous voyez faire, et là, vous avez Oui, très bien, oui, ça y est, merci. Oui, c'est très difficile à faire une traction efficace. Par exemple, vous me proposez une traction de hanche avec 3 fois 15 degrés et vous êtes avec une prise en bracelet susmaléolaire et vous tractez. Et là, je vous vois tracter, ben, je vois ça. Vous voyez, ce genre de mouvement comme ça. Et quand je regarde le patient, qui a un petit coussin sous la tête hein, pour le confort, eh bien, je vois la tête qui bouge comme ça, quand on tracte. Et là, je me dis, votre traction est efficace pour mobiliser C0, C1. Hein, le petit mouvement de flexion. Là. Donc moi, je pense que quand on veut faire une traction de hanche et qu'on voit la tête du patient bouger, je me dis que peut-être c'est un peu fort. Peut-être c'est un petit peu fort. Vous voyez ? Et à ce moment-là, je vous fais réduire de plus en plus. Et à la fin, vous dites, mais alors on tire quasiment pas alors. Eh ben ouais, on tire quasiment pas. Et là viennent les arguments. Ouais, mais on nous a dit, pour faire une traction de hanche, l'articulation est coaptée, on peut pas être décoapté, il faut mettre des forces incroyables. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il existe une étude hein, qui montre, vous sanglez le sujet sur la table, vous mettez une sangle autour du bassin, vous lui mettez une sangle type baudrier pour l'accrocher au haut de la table pour pas qu'il descende. À partir de là, vous allez pouvoir tracter sur sa hanche avec 40 kilos. Mais il faut fixer le patient de partout, partout. Et quand on fait ça, et qu'on fait une radioscopie, qu'on peut filmer un petit peu l'image, on voit une véritable décoaptation de plusieurs millimètres qui se fait. Oh, super. Donc, pour tracter une hanche, il faut lui démonter, quoi. Et nous, c'est pas de ça dont on parle. Dès que vous tractez, alors qu'il n'y a pas d'écartement visible, vous êtes en train de soulager l'interligne. Là, vous voyez ma main, j'appuie dessus. Vous savez pas combien j'appuie. Et même là, je cherche à décoller ma main. Là, je la décolle. Là, je peux vous dire, il y a 0 gramme de pression. Et vous voyez, aucun mouvement. Alors que là, je suis en train d'appuyer très très fort. Là, il y a 5 kilos de pression. Et là, il y a 0. Est-ce que vous avez vu un mouvement? Non. Vous avez diminué les contraintes. Donc, une traction, c'est pas une décoaptation. Moi, quand vous me parlez de décoaptation, j'ai envie de dire, ou une luxation, de quoi vous me parlez? Vous voulez le luxer, c'est quoi l'histoire hein? C'est une décompression articulaire. C'est pour ça que le terme de pompage articulaire, il est bien. Mais parfois, pompage, peut-être, vous voyez un grand mouvement. Mais c'est compression, dépression. Quand vous marchez, c'est compression, dépression. Quand vous marchez et que vous êtes en appui, la tête appuie dans l'acétabulum, mais quand vous passez le pas, elle descend pas. Hein. Ouais. Elle est quand même maintenue en compression par les fléchisseurs de hanche, mais si on met un capteur dedans, la pression est complètement diminuée. Mais elle n'est pas nulle. Quand vous êtes en appui unipodal,
si on a un capteur, vous avez 4 fois le poids du corps dessus. Et quand vous passez le pas, c'est à peu près une fois et demie le poids du corps. Parce que les contraintes musculaires pour faire le pas génèrent quelques petites forces de coaptation. Mais on est bien passé de 4 à 1. Donc il y a bien action de compression, décompression, sécrétion synoviale. Et pas une tête qui bouge d'1 mètre. Une tête fémorale, tu la bouges pas d'1 mètre. Le mouvement n'est pas visible. Et donc quand on tracte comme ça et qu'on voit la tête du patient qui bouge, tu te dis c'est peut-être un peu fort. Peut-être pas obligé d'aller si loin. Et vous, dans vos représentations, je le comprends, hein, il faut tirer assez fort. Et moi, j'essaie de vous convaincre que c'est pas la peine. Et ça, vous allez l'apprendre dans le temps. Souvent, dans les mobs, vous pensez qu'il faut avoir beaucoup de force. Hein. Vous dites, ah oui, c'est trop grand, c'est trop lourd, il faut de la force. Non, il faut pas de force. Si on comprend ce que l'on fait. Mais si je peux me permettre, dans ce cas-là, est-ce qu'il faut pas mieux y être un tout petit peu plus fort que rien faire, quoi? Parce que ça va. C'est quoi les... Rien, je suis pas en train de dire que je fais rien, mais je tire, j'exerce la force nécessaire. Ouais, et pour l'instant, nous, on la connaît pas, cette force nécessaire. On n'a pas encore dans les mondes. Si. Cette force nécessaire, vous la connaîtrez quand vous sentirez ce que vous faites en mobilisant. Vous voulez que je donne quoi? Il faut tirer 2 kilos? J'en sais rien s'il faut tirer 2 kilos. Ouais. Par contre, effectivement, comme c'est des choses que vous ne sentez pas bien, vous allez prendre des repères visuels. Quand vous faites votre traction, par exemple, avec une prise susmaléolaire pour la hanche, on doit pas voir l'épinillaire bouger. Ouais. Donc pour l'instant, je prends un repère visuel. Et puis quand vous maîtriserez tout ça, c'est des choses que vous sentirez dans vos mains. Moi, quand je fais les tractions, je vous dis, pour ceux qui l'ont subi, hein, je vous dis, là je suis dans la hanche, là si je continue, je suis dans les lombaires, là vous sentez, je suis dans les dorsales, là je suis dans les cervicales. Et vous, en général, vous me le confirmez. Et ceux qui sont autour, ils disent, qu'est-ce qu'ils racontent? Ils bougent pas, le patient bouge pas. Ben, je peux te dire que là, je suis dans les dorsales. On le sent. Et c'est pas très compliqué. Mais faut juste le pratiquer en essayant de réfléchir à ce qu'on fait. Tant que vous serez dans une pratique d'imitation pour l'examen ou le CC, bah ouais, tu t'as pas envie d'investir là-dedans. T'as le sentiment qu'il faut juste investir dans la reproductibilité du geste pour l'examen. On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, et quand j'essaye de vous enseigner des techniques, c'est de leur donner du sens. Comment je la construis, à quoi elle sert, comment on la ressent. C'est avec ça qu'il faut travailler quand on fait de la mode passive. Par exemple, vous vous dites, on va faire une prise, une contre-prise, et puis après, on fait un temps d'aller, un temps de maintien, un temps de retour et un temps de repos. Voilà, j'ai fini. Waouh, moi je dis, vous êtes champion du monde, moi j'arrive pas à faire ça. Moi, quand je vous montre une mode passive, j'en fais au moins 3 ou 4, je la remontre, je la refais, je suis pas bien passé, ma main était pas bien mise, j'ai oublié de vous dire un truc. Moi, je m'y prends au moins 3-4 fois pour vous la montrer. Et vous êtes en examen, en une fois c'est fait. Vous êtes champion du monde. Donc, vous voyez bien que parce que vous pensez qu'il suffit de montrer qu'il faut placer les mains et on le fait. Et donc là, on peut prendre quelques minutes, c'est quoi une contre-prise? Qu'est-ce que vous me répondez? Je prends un nom au hasard qui me répond ou quelqu'un se repose? C'est ce qui va permettre d'étirer un maximum les structures capsules ligamentaires. C'est ce qui permet d'étirer les structures? Bah, si on ne la faisait pas, on serait moins efficace pour les étirer. Je suis d'accord avec ça. Déjà, ça participe à l'efficacité de la technique. Mais justement, qu'est-ce qu'elle fait pour participer à l'efficacité de la technique? La contre-prise, elle va éviter les compensations pour être sûr qu'on cible la bonne articulation et qu'on n'est pas sur une autre articulation. Ouais, ça se rejoint. Ouais, allez-y, tout ça c'est juste. Hein. Tu crées un point fixe. Ça crée un point fixe, ouais, c'est bien. Un contre-appui. Ouais, la contre-prise, c'est un contre-appui, oui. Ouais. Un peu comme lui, là. Le printemps, c'est la première saison. Okay. Ça permet de voir que ce qu'on fait, on est réellement dans la structure qu'on veut
sur laquelle on veut agir et pas dans une autre. Vous arrivez à voir ça avec la contreprise? Bah, des fois, il y a des contreprises visuelles, et sachant que après les Ouais, contreprises. alors là, la contreprise visuelle, comment vous dire, ouais, c'est un abus de langage, hein, mais moi, Non, mais on peut je la citer, censurer. alors, On là, sait- vous me parlez, je peux pas faire une contreprise visuelle avec vous, par exemple, je vous vois pas. Donc, tu vois, je peux pas fixer les yeux, quoi. Mais, contreprise visuelle, c'est simplement observer. Alors pourquoi pas? Restons sur la contreprise visuelle. Elle sert à quoi, cette contreprise visuelle? Justement, à voir si à un moment on n'est plus dans l'élément sur lequel on veut agir, mais sur un autre. On va voir bouger notre entreprise. Ouais. Elle doit Alors, rester vraiment stable. vous savez que notre profession est ouverte spontanément aux non-voyants. D'accord? Alors, comment tu vas Elle expliquer est la pas que contreprise? visuelle. Comment tu vas expliquer la contreprise visuelle à un non-voyant? Elle est pas forcément que visuelle. Elle est même d'ailleurs le plus souvent palpée. Très bien. Donc, la question, Un mètre quoi, contre le rôle de la contreprise? Ça permet la prise d'information. Ça, c'est bien, hein? Oui, il y en a qui ont encore dit en TD, je suis sûr, sur le coup-là. Donc, la contreprise, je le dis, je le répète, le premier rôle d'une contreprise, c'est la prise d'information. Voilà. Quand vous faites, on va prendre l'exemple simple, l'abduction de hanche, ça parle à tout le monde, la prise en berceau du membre inférieur avec la main qui est placée à la face médiale du tiers distal du fémur au-dessus du genou et la main proximale. Alors j'aime bien en général la main proximale, alors vous me dites en regard de l'épinillac antéro-supérieur. Ah, là, ça me fait toujours rire parce que je sais pas comment tu tiens l'épinillac antéro-supérieur pour empêcher un mouvement. Personnellement, je préfère dire que je place une main, la contreprise, hein, en regard de la crête iliaque, avec la première commissure sur la crête iliaque en direction de l'épinillac antéro-supérieur. Et cette main-là, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle écoute ce qui se passe, en fait. Donc, moi, je commence à mobiliser l'abduction de hanche. Et quand je commence l'abduction de hanche, le mouvement est libre. Qu'est-ce qui se met en tension? Le système capsulo-ligamentaire. Si on est sur l'abduction de hanche, j'ai envie de dire plutôt le ligament pubofémoral et les branches obliques de l'ischio-fémoral. Voilà. Et puis quand je suis en extensibilité maximale de ce système ligamentaire, si je continue le mouvement, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'étirer complètement ces ligaments et je veux l'amener plus loin. Qu'est-ce qui va se passer? Des compensations. Je sais pas. Laquelle? Je sais pas ce que c'est. Une fois que vous avez dit compensation, vous avez tout dit, mais moi j'aimerais savoir ce que vous voyez comme compensation. Qu'est-ce qui se passe? Mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? De l'EIS ou de la crête iliaque. Excusez-moi, j'ai pas entendu le début. Une élévation de l'EIS ou de la crête iliaque. Oui, mais pourquoi? Ça veut dire que le bassin bouge, mais il se passe où le mouvement? Mais il va se passer ensuite dans les lombaires et pas que dans la coxo-fémorale. Alors, d'abord, il ne se passe plus dans la coxo-fémorale que je suis en train de mobiliser, puisque j'ai étiré au maximum les structures ligamentaires. Donc, si l'élévation du bassin se fait, c'est qu'il se passe des mouvements ailleurs. Vous me dites la colonne lombaire, je suis d'accord, et quoi d'autre? L'hémibassin contralatéral. Un hémibassin, c'est pas une articulation. La coxo-fémorale contralatérale qui est importante en même temps. Ouais, ok. Donc, j'ai les deux têtes fémorales, j'ai le bassin, je mobilise une articulation, système ligamentaire, le bassin bascule. Ce bassin bascule, pour que le bassin bascule, il faut que les lombaires puissent partir en inflexion latérale et que l'autre hanche, j'épuise le mouvement d'abduction de cette hanche-là aussi. Si je continue le mouvement, à un moment, vous allez emmener l'autre membre inférieur du sujet. Parce que vous l'aurez mis en abduction complète et il y a tout qui arrive. Bon, bref, on a largement dépassé notre cible qui était l'étirement des ligaments inférieurs. Mais moi, avec ma contreprise, j'ai bien senti quand le bassin commençait à s'élever. Et comme je veux que le mouvement soit ciblé dans l'articulation, il faut que je l'empêche de monter. Donc des fois, je vous vois vous installer, prise en berceau, et contreprise, et vous n'avez même pas commencé à mobiliser.
allez, traction caudale pour faire une contreprise. Ah non, t'as rien à faire. Tu poses ta main et tu écoutes ce qui se passe. Tu mobilises. Ah, ça commence à monter là. Donc maintenant, avec ma contreprise, j'ai juste à opposer une force identique à la prise mobilisatrice pour que le bassin ne bouge pas et que les structures soient étirées. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le temps de maintien. Le temps de maintien, il est là. Donc, normalement, quand vous décrivez une mob passive, vous devriez dire « je fais une prise à tel endroit et je fais une contre-prise pour surveiller les compensations éventuelles ». Je reviendrai dessus si vous voulez. Ici, pour l'abduction, ce serait plutôt l'élévation de l'élévation latérale. La mob passive consiste, patient parfaitement relâché, à faire un premier temps T1 qui consiste à mettre en course externe maximale les structures ligamentaires. Quand je sens que la compensation peut se mettre en place, je renforce ma contreprise et là, j'effectue l'étirement. C'est le temps T2. Je maintiens. Le temps T2, c'est le temps efficace d'étirement des structures passives que je peux maintenir quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes. Puis, un temps T3 pendant lequel je vais ramener le membre inférieur, donc j'ai plus besoin de ma contreprise, et un temps T4 de repos. Alors, quand vous dites T1 plus T2 plus T3 égale T4, vous m'avez rien dit si vous expliquez pas ça. Le temps T1, c'est le temps où je me mets en course externe maximale. Je me mets dans le maximum de l'amplitude permis. Maintenant, je maintiens bien la contreprise parce que je veux avoir une action d'étirement que je maintiens plusieurs secondes. C'est T2, c'est le temps de maintien. Et puis le temps T3, on relâche tout et on repositionne. C'est ça une mob passive. C'est ce que l'on doit voir et entendre quand vous mobilisez lors d'une démonstration. Vous devez justifier tout ça. Et vous arrivez, T1, T2, T3, fallait que je fasse un autre truc. Ah oui, le renfort. Je vais faire le renfort. Oh, vous n'avez rien montré du tout. Moi, je prends n'importe quel gus dans la rue, je lui dis, regarde, ça, refais-le, il me le refait. Hein. Est-ce que vous êtes évalué sur la reproductibilité du geste que je viens de vous montrer? Ou est-ce que vous êtes évalué sur le souci que vous avez d'éviter la compensation, d'expliquer les structures que vous étirez, et qu'est-ce que implique votre geste technique? C'est dans ce sens-là qu'il faut apprendre. Parce que si c'est juste pour savoir répéter je vous entends des fois, il avait mis où sa main? Tu t'en fous, il a mis sa main. Qu'est-ce que tu veux faire? À ton avis, où est-ce qu'il vaut mieux la mettre? Ah, bien sûr, on peut repréciser les choses, etc. Mais vous devriez pouvoir proposer quelque chose sur la base d'une réflexion. Et nous, on est là pour les améliorer, parce qu'il y a des petites astuces, vous êtes mal positionné, on peut vous montrer une autre technique. Et donc, pour mobiliser une hanche en abduction, c'est pas... oui, alors Candy, il met la main là, Clément, il met la main là, Jean-Beau, il met la... T'en fous. Moi, je vous dis, selon que tu mobilises un mec de 2 mètres ou un gamin de 80 cm et que toi, tu mesures 2 mètres ou que tu mesures 10 cm, ça va... Évidemment, c'est pas les mêmes prises. Hein. C'est pas les mêmes postures, c'est pas les mêmes techniques, on se positionne pas de la même manière. Donc, par contre, c'est quoi ta cible? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi l'objectif de ta mob passive? Moi, je vous pose souvent la question, qu'est-ce que vous faites? Là, je vais faire une mobilisation passive, analytique, manuelle, pour étirer les structures capsulo-ligamentaires. Ah, ça c'est clair. Et à partir du moment où je fais de l'analytique stricte, j'ai des règles très simples. Je me mets dans le maximum de l'amplitude permis, mes mains sont au plus près de l'interligne articulaire, les avant-bras perpendiculaires la plupart du temps au segment que je mobilise. Et pourquoi je me mets dans le maximum de l'amplitude permis? Parce que je veux étirer les structures capsulo-ligamentaires. Un genou, je me place dans le maximum de flexion permis et je fais du glissement postérieur. Parce que, qu'est-ce qui m'empêche, si l'origine est capsulo-ligamentaire, qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin en flexion? Les rétractions capsulo-ligamentaires antérieures. Si je continue à forcer au niveau des chevilles avec un grand bras de levier, je fais ce qu'on appelle un pincement articulaire. Par contre, si j'ai bien fait la flexion et que je fais du glissement, là, j'étire les structures antérieures, pas de problème. Donc l'impératif, c'est de se mettre dans le maximum de l'amplitude permis, puis de solliciter les glissements pour étirer les structures capsulo-ligamentaires.
Une fois que j'ai fait ces étirements à visée d'étirement de ces structures, dans le maximum de l'amplitude permis, eh bien, ensuite, je me redonne quelques degrés de liberté, et là j'ai dans l'idée, je vais essayer de gagner encore plus en amplitude, en respectant la physiologie articulaire, et je vais donc associer le glissement, le roulement, la rotation médiale si nécessaire. Donc j'ai fait un travail spécifique d'étirement des structures capsulo-ligamentaires et je les ai réintégrées dans la physiologie du genou en associant les glissements et les roulements. Vous êtes d'accord avec tout ça? C'est la meilleure façon d'apprendre les techniques, c'est essayer de leur donner du sens. Voilà. Et vous le trouverez pas tout le temps. Donc c'est là où il faut réinterroger les enseignants. C'est là où dire pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Voilà, faut. Si vous donnez du sens à ce que vous faites, vous allez voir que l'apprentissage il est beaucoup plus facile, beaucoup plus facile. Après, tu peux essayer d'apprendre une liste par cœur de techniques. Ça c'est une autre possibilité. Et le par cœur, il a vite ses limites. Par rapport à la notion de au plus près de l'interligne, est-ce que c'est pas en contradiction avec la notion de avec le plus grand bras de levier du coup? Je vois pas. Quand est-ce qu'on utilise le plus grand bras de levier? Bah, c'est quand même plus pratique de se mettre sur le tiers distal du fémur, par exemple, pour attention. Si on parle de la coxo-fémorale, qui est une articulation sphéroïde extrêmement emboîtée, j'ai aucun problème. Mais moi, je peux vous montrer les techniques. Si vous faites une prise en berceau, et au lieu de mettre la main sur la crête iliaque, vous mettez la commissure de votre main sur le sommet du grand trochanter. Eh bien, vous allez faire une abduction, et vous allez tracter, vous allez pousser en même temps sur ce grand trochanter vers le bas et le médial. C'est-à-dire que vous allez générer un glissement inférieur au roulement supérieur, et cette force vers le distal annule la compensation d'élévation du bassin. Là, c'est niveau 3. Et ça, c'est comme quand on fait avec l'épaule, ça, du coup. C'est comme pour l'épaule, ouais. Et ça, ce seront pour les dysfonctionnements coxo-fémoraux que l'on voit plutôt en thérapie manuelle. Pour l'instant, on laisse cette articulation globale très emboîtée, dont on considère que glissement et roulement, du fait du fort emboîtement, se font forcément. Okay. Ils n'ont pas besoin d'être travaillés spécifiquement. Mais on pourra aborder ça un petit peu plus tard. Ah mais la hanche, moi je peux vous la compliquer avec 10 autres manœuvres très très spécifiques. Vous allez pleurer. Non, ça va aller. Ouais. Donc, ce qui est essentiel en première année, qu'est-ce qu'on attend de vous? C'est de voir des techniques dont vous comprenez les tenants et les aboutissants. Pourquoi je la fais? À quoi je dois être attentif quand je la réalise? Qu'est-ce que je dois prendre en considération pour qu'elle soit bien faite? Après, il y en a plein d'autres des techniques. Mais avant de passer à cette expertise, il faut déjà bien maîtriser les bases. Et les bases, tout à l'heure, je faisais passer des contrôles continus. Moi, j'aime bien quand vous me proposez une technique en la construisant à partir de l'anatomie et de la cinésiologie. Obligez-vous à faire ça. Je sais qu'au début, ça fait un peu mal. Il faut réfléchir, il faut aller rechercher le cours, merde. Ah bah oui, ça vous fait prendre conscience de quelques lacunes. Il faut faire l'effort d'aller revoir ça. Parce que quand vous aurez fait le lien entre anat, cinésio et la technique et le ressenti, et le temps que vous allez gagner pour la suite, mais c'est monstrueux. Parce que tout ça, vous allez l'enregistrer, vous allez vous imprégner de ça. Et de temps en temps, il suffit de revoir quelques techniques, mais si vous en comprenez les tenants et aboutissants, on simplifie quand même la vie. Alors, à quoi ça sert une mode passive? Pourquoi vous faites des modes passives? Pour gagner de l'amplitude au niveau d'une articulation. Oui, mais pas que. Par exemple, quand vous me dites ça, bon, c'est pas faux, mais c'est beaucoup trop général. De quelle structure parlez-vous? C'est pour répondre à un déficit capsulo-ligamentaire? Oui, mais pas que.
récupérer toute l'amplitude physiologique, égale à... Je veux bien qu'il faille récupérer l'amplitude physiologique, mais pourquoi j'ai besoin de récupérer l'amplitude? C'est quoi la limitation? Faut que ce soit fonctionnel pour le sujet. Oui, mais Pour récupérer d'un déficit. Pour récupérer d'un déficit articulaire. Un déficit, quoi. Ouais, mais si j'ai une rétraction musculaire, je fais pas de mode passif alors? Plutôt des étirements du muscle plutôt que de la capsule. Pour faire un étirement passif du muscle, vous faites quoi? On met en course, externe, on place en course externe le muscle. Ouais. Et puis on va au-delà. Donc en fait, on fait le même principe que la mode passive, mais on se concentre pas sur la capsule et les ligaments, on se concentre sur la structure musculo-tendineuse. D'accord. Mais si je reste aussi généraliste que vous, quand on fait un étirement musculaire, on fait une mode passive articulaire. Oui. Oui. Donc quand vous me dites la mode passive, c'est faire des modes passifs articulaires, moi je sais pas. C'est pour les capsules, c'est pour les muscles. Si je veux étirer une bride cutanée, je vais faire une mode passive articulaire pour tirer sur la bride. Donc une mode passive, ça veut juste dire que je mobilise passivement. Donc quand vous dites on fait de la mode passive, il faut que vous preniez l'habitude de dire quel est l'objectif de cette mode passive. Parce que oui, d'accord, quand on a une déficience musculaire, vous avez raison. Une déficience articulaire, pardon. Un déficit d'amplitude, pardon. Un déficit d'amplitude. Je suis d'accord avec vous. Pour que le sujet les amplitudes soient fonctionnelles. D'accord avec vous. Mais, c'est quoi un déficit d'amplitude? Quand vous faites une goniométrie, vous trouvez un déficit d'amplitude. Quelle question devez-vous vous poser? Et la différence avec le côté sain? Il y en a une. D'où est-ce qu'il provient? Alors, d'où est-ce que ça provient? Ça provient de la rue d'à côté? Ça provient... Quelle structure est mise en jeu dans la limitation? Oui. Quelle est la structure en cause? Quelle est la structure en cause? Vous faites le patient arrive chez vous, il dit, regardez, j'arrive pas à tendre le coude. Ah, bah ouais. Attendez, on va objectiver ça, vous sortez votre gonio, et vous lui trouvez un flexum de coude, 30 degrés. Bon, je vais vous faire la mode passive. J'en sais rien. J'en sais rien. La question que vous devez vous poser, c'est, pourquoi il a un flexum, là? Et là, il faut réfléchir de la superficie à la profondeur pour rien oublier. Ça peut être une cause cutanée. Une cicatrice, des adhérences importantes, une bride cutanée. Ok. Juste en dessous, j'ai les muscles. Ah, ça peut être une rétraction du long biceps. Oui, ça peut être aussi une rétraction capsulo-ligamentaire. Et puis, ça peut être un blocage osseux. Un fragment, là, avec le lécrane, qui empêche de faire l'extension complète. Tant que je ne sais pas l'origine de la limitation de l'amplitude, je ne sais pas ce qu'il faut mettre en place comme traitement. Si c'est une bride cutanée, c'est chirurgical la plupart du temps, avec des vêtements de compression derrière et avec une greffe cutanée. Si c'est musculaire, ça peut être des simples étirements musculaires, qui sont des modes passifs. Si c'est capsulo-ligamentaire, c'est des étirements des structures capsulo-ligamentaires, donc une mode passive. Et si c'est osseux, je peux rien faire sauf lui péter l'os. Donc tu vas pas le faire, donc c'est chirurgical. Donc en première année, quand on vous pose des questions d'examen, les causes des limitations d'amplitude ne peuvent être que de deux sortes, soit capsulo-ligamentaire, soit musculaire. Ça veut pas dire qu'il n'en existe pas d'autres. On vous demande d'oublier l'osseux parce que c'est chirurgical, et on vous demande d'oublier un petit peu le cutané parce que, par exemple, c'est typique des traitements des grands brûlés et tout, et c'est vraiment des techniques qui sont très très spécifiques. Donc en réalité, tout ce qu'on vous demande, c'est de faire des modes passifs, soit pour étirer des muscles, soit pour étirer les structures capsulo-ligamentaires. Bon, à partir de là, si c'est structure capsulo-ligamentaire, je suis en mode récupération d'amplitude due à des rétractions capsulo-ligamentaires, je suis en mobilisation passive manuelle analytique, au plus proche de l'interligne, étirement, etc., et que j'associe ensuite à une amplitude plus globale. Mais je m'intéresse
très très fort à l'interligne pour respecter la physiologie articulaire et étirer les structures concernées. Maintenant, je tire un muscle. C'est pareil. Un muscle, j'ai besoin d'être au plus près des insertions et d'utiliser tout le potentiel articulaire croisé pour le mettre en course externe maximale. Et là, je peux le faire en continu, par palier, je peux faire un lever de tension, enfin tout ce que je veux. C'est la même mode passive. Vous pouvez avoir un sujet qui a un flexum de coude, il est d'origine capsulo-ligamentaire. Tu vas le mobiliser ici, traction au crâne, glissement, et tu vas le faire là. Si c'est un biceps, tu vas mettre là, mettre en pronation, tu tiens ici. C'est la même mode, c'est pas du tout les mêmes prises, c'est pas les mêmes objectifs, c'est pas le même protocole. Et ça s'appelle mode passive. Donc quand vous dites, on voudrait voir la mode passive, oui. De quoi me parlez-vous? Vous voulez faire de la mode passive plutôt à visée de récupération d'amplitude capsulo-ligamentaire, hein, d'origine, ou plutôt rétraction musculaire, plutôt cutanée, etc. Et puis, reste mode passif que vous n'avez pas évoqué, c'est vrai qu'on ne l'évoque pas toujours dans les TD, qui est ce qu'on appelle la mobilisation passive d'entretien. Entretien. Notre polytraumatisé de tout à l'heure qui ne peut pas marcher parce qu'il a un membre inf qui est complètement fracturé, un membre sup, donc il reste au fauteuil, il a un membre inférieur sain, lui, qui n'est pas prêt de fonctionner normalement. On a intérêt à le mobiliser passivement d'une manière préventive pour entretenir les amplitudes articulaires et éviter un fauteuil roulant, tu génères un flexum de hanche, un flexum de genou. Donc, on va le verticaliser le plus possible, on va le mobiliser le plus possible, en passif, en actif, on va lui donner plein d'exercices pour qu'il ne se rétracte pas du fait qu'il ne l'utilise pas. Donc, on peut faire des mobilisations passives d'entretien. Vous travaillez dans un service de réanimation, vous avez affaire à des patients qui sont dans le coma et qui peuvent être dans le coma 1 semaine, 3 semaines, 2 mois. Si on les mobilise pas, s'ils se réveillent, ils sont complètement bloqués, enraidis, avec des rétractions monstrueuses. Donc, en prévision de la récupération, il faut faire des modes passifs à visée d'entretien. Et là, c'est un membre inférieur, par exemple, en triple flexion, triple extension, abduction, les rotations, circonduction, sécrétion synoviale, entretien de l'extensibilité musculaire, entretien de l'extensibilité capsulo-ligamentaire. Membre inf, membre sub, tête. Donc en fait, quand vous allez vous occuper d'un patient qui est en réanimation ou dans le coma, vous savez que ça va vous prendre du temps, c'est pas 5 minutes, quoi. Car il faut faire les 4 membres, qui passent une demi-heure, 1 heure. Vous voyez que quand on dit mode passif, de quoi on parle? Okay. Étirement, oui, peut-être je vous parle encore un petit peu des étirements, notamment quand vous voulez associer la relaxation post-isométrique. Donc là, vous n'êtes pas toujours précis, vous n'êtes pas toujours très précis. Je vous rappelle le protocole. En général, quand on fait ce genre de choses, c'est que on est plutôt face à un muscle, par exemple, contracturé, dont on voudrait faire diminuer sa tension. Quand on veut lever la tension musculaire, on fait des levées de tension. Alors, pour lever la tension, je vous rappelle qu'on peut faire une application de pommade. Hein. On peut mettre du synthol, hein, là où ça fait mal. On peut faire du massage, pétrissage en reptation en course interne. On peut faire l'application d'infrarouge. Je sais pas, tu peux mettre le baume du tigre si tu veux. Bon, tout ça, c'est pour lever la tension musculaire. Donc, quand vous dites on va faire des levées de tension, de quoi parlez-vous? Et puis, il y a cette fameuse relaxation post-isométrique, qu'on peut appeler tenez, relâchez ou ce que vous voulez. De quoi s'agit-il? Il s'agit, dans un premier temps, de mettre en course externe maximale le muscle. Ce que vous oubliez toujours dans maximal, c'est maximal infradouloureux. Si je veux lever une tension sur un muscle contracturé, c'est que en amont, j'ai fait le bilan et que j'ai mis un diagnostic de contracture. Et pour faire le diagnostic de contracture, comment je l'ai fait? J'ai dit, tiens, ce muscle est douloureux à la palpation, à l'étirement, à la contraction. Ça, c'est ce que vous avez observé
et qui vous a amené à conclure et à poser le diagnostic d'une contracture musculaire. Et maintenant, on fait une levée de tension. Donc, ça consiste à le mettre en course externe maximale. Infradouloureuse, possible. Si le patient il a une contracture du biceps et qu'à 30 degrés il peut pas aller plus loin, je veux pas voir un truc comme ça. Je m'arrête. Là, le patient il commence à grimacer. Oui, là. Ok, on s'arrête là. C'est la course externe maximale possible de le sujet qui a mal. C'est pas l'amplitude extrême. Parfois, il faut pas grand chose. Ah, déjà là, c'est douloureux. Ok. C'est ce que j'appelle la course externe maximale infradouloureuse. Celle qui respecte la douleur du patient. Celle où il vous dit, non, c'est bon là, c'est bon. On va pas plus loin. Ok. Maintenant que j'ai la course externe maximale, j'applique une résistance. Et cette résistance, c'est pour obtenir une contraction isométrique. Isométrique, ça veut dire, ça ne bouge pas. Isométrique maximale. Infradouloureuse. On se rappelle qu'on a mis en évidence la contracture, on a dit au sujet contracte, ah putain ouais, ça fait mal. Tu penses que tu vas lui demander de pousser 50 kilos, là? Non. Peut-être qu'un petit kilo de pression, déjà, ça va être son maximum à lui. Donc, quand on dit contraction isométrique maximale, infradouloureuse, qui respecte la douleur du patient, celle jusqu'où il veut bien aller. Il dit non, là, c'est bon, allez, on tient là, on tient, voilà, ok, ça y est, 5, 6, allez, bel effort, relâchez-vous. Et vous lâchez pas l'affaire, vous lâchez rien du tout. Et surtout, vous attendez au moins 5 à 6 secondes. Autant de temps de repos que de temps de travail. Et parfois, ça peut être 10 secondes s'il n'arrive pas à bien se relâcher, il s'est fait un peu mal, allez, on va attendre un peu, détendez, lâchez encore, ah oui, ok, lâchez encore. C'est bon, on y est. Allez, si vous voulez, vous faites une petite inspiration, vous soufflez tranquillement, et là, vous allongez pour aller vers la nouvelle course externe maximale infradouloureuse. Vous respectez la douleur. Donc, quand on dit contraction d'intensité maximale, c'est infradouloureux dans un premier temps. Et si le muscle va de mieux en mieux et que le sujet est plus fort que vous, et que le muscle est plus fort que ce que vous pouvez opposer, il faut l'arrêter avant. Puis on reste là, tenez la position, tenez bien, tenez ici. Relâchez. Tenez, relâchez. Quand vous voulez faire un trapèze, c'est impossible de tenir un trapèze. Un trapèze, c'est un muscle qui est hyper puissant. Tu vas pas le bloquer avec ta petite main. Et même si tu te verrouilles sur ta crête iliaque, que tu bloques, que tu t'accroches à la table, le sujet, il descend sur la table. Donc, tu as perdu l'isométrie. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est le sujet pousse sur ma main, ok? On essaye de le tenir au maximum, et puis s'il est plus fort que vous, on arrête là, on recommence. On a bougé, on recommence. Allez, je vous mets là, poussez, prenez contact avec ma main, ouais, très bien. Alors maintenant, résistez-moi. Voilà. Et pas monte ton épaule. Résiste-moi. Plus j'appuie, plus vous appuyez, pas plus que moi. Et là, vous êtes sûr d'avoir l'isométrie. Quand on fait un lever de tension, ça vous n'avez pas l'habitude, hein, mais c'est vous le chef, quoi. C'est toi qui commande. Donc, tu ne dois pas te faire gratter en concentrique par le sujet qui est plus fort que vous. Vous devez imposer la résistance. Donc, je reprends. Course externe maximale, infradouloureuse. Ensuite, contraction en isométrie stricte, maximale, infradouloureuse. Ou, attention au maximal, infradouloureux ou pas plus fort que vous, pour garder l'isométrie. Puis, un temps de repos, donc cette contraction, aux 5 à 6 secondes, pour recruter un maximum d'unités motrices, le plus possible. Derrière, c'est obligatoirement suivi d'un repos de 5 à 6 secondes, autant de temps que le temps de travail. Et une fois que je me suis assuré que le sujet s'était bien relâché, nouvelle course externe maximale, même chose. Est-ce que relaxation post-isométrique est synonyme de tenue relâchée? On peut dire ça, mais si vous adressez à des puristes, par exemple, de Kabat ou de neurophysiologie, ils vont dire c'est faux. Parce qu'il y en a qui font la différence entre tenue relâchée et contracté relâché, selon que tu bloques les 3 degrés de liberté ou que 2, si tu laisses fuir un mouvement ou pas. Vous prenez pas trop la tête avec ça. Sachez que, à certains endroits et pour certaines personnes, eh bien, ils vont faire la différence entre tenue et contracté relâché, par exemple.
Et moi, avec les propos que je viens de tenir, où je vous dis si le patient est le plus fort, non, vous lui dites tenez, 5, tenez, 6, ok, relâchez, ben, je vais te dire, ouais, tu peux dire tenue relâchée est un synonyme de levée de tension, relaxation post-isométrique. Oui, ça me pose pas de problème. Oui. Et concernant l'innervation réciproque de Sherrington, en levée de tension, puisqu'on peut utiliser aussi le principe de l'innervation réciproque de Sherrington, non? Alors, Faire un levée de tension. Dans les levées de tension, on peut utiliser l'innervation réciproque de Sherrington. Mais ça, c'est un peu comme tout à l'heure, les tractions. Hein. Donc, les indications des tractions, synoviales, muscles périarticulaires. Et donc, dès qu'on vous demande de tracter une articulation, vous sortez les trois. Et par exemple, la musculature périarticulaire du genou. Hein. Donc là, on a vu qu'à part le poplité, il n'y a pas grand-chose. Là, souvent, vous faites des étirements. Je dis, je vais vous faire lever tension, mais on peut aussi faire l'innervation réciproque de Sherrington, ouais, ou l'innervation croisée de Sherrington. Ok. Donc, par exemple, vous faites un trapèze supérieur. Qu'est-ce que vous allez proposer comme muscle, comme dans le cadre de l'innervation réciproque de Sherrington? C'est quoi l'antagoniste du trapèze supérieur, quoi? Qu'est-ce que vous avez demandé comme contraction? Et on a parlé, peut-être, il fait des élévations, donc peut-être le trapèze 1. On n'en sait trop rien. Donc, l'utilisation de l'innervation réciproque de Sherrington, on peut pas la mettre à toutes les sources, à toutes les articulations. Vous comprenez? L'innervation croisée de Sherrington, c'est vachement intéressant, ça. Mais ça ne marche que pour les muscles axiaux. Hein, qui sont dans le schéma de marche. Par exemple, la contraction du psoas droit envoie des influx inhibiteurs au psoas gauche. Mais ce sont deux muscles qui s'insèrent l'un à côté de l'autre sur le rachis. Et dans la marche, j'alterne. Donc c'est normal qu'il y en a un qui se contracte, l'autre qui tente à se relâcher. Et donc là, on a un automatisme d'innervation croisée qui fonctionne très bien. Et moi, je vous dis ça, moi. Quand je fais l'abduction du 5 à droite, tu penses que ça relance l'abducteur du 5 à gauche? Non. Donc, je dis, il a une contracture, je vais lui faire ça, je vais travailler l'autre, comme ça va décontracturer celui-là par l'innervation croisée. Ah non, ça marche pas. Donc, il y a des principes neurologiques qui sont intéressants à utiliser, mais vous pensez que c'est normal, hein, en première intention, il suffit, je vais réciter ça à chaque fois, ça va marcher. Bah, moi, je t'attends. Je regarde l'innervation croisée du trapèze supérieur. J'aimerais bien voir ça. Oui. Et tout d'un coup, là, vous vous rendez compte, oui, en fait, c'est pas possible. Hein. C'est comme en EMFM, quand vous dites, comme compensation, il y a l'élan. D'accord. Vous êtes en train de faire le moyen fessier en latérocubitus et vous me dites, il y a l'élan. Je dis, montre-moi quel élan il va prendre le gars, quoi. Je suis curieux de voir ça, quoi. Donc, ça marche pas, l'élan, dans cette situation-là. Vous comprenez? Donc, souvent, vous apprenez des trucs, et vous pensez, ça va suffire à toutes les situations. Non, justement, c'est ça qui est compliqué en kiné, c'est que ce sont des principes, il faut toujours vérifier si c'est adaptable en fonction de la situation. Et c'est le boulot, ça, hein, en permanence, on va être confronté à ça. Donc mettez-y vous tout de suite, quoi, ça vaut le coup. Hein. C'est un investissement qui est pas à fond perdu, hein, ce que vous faites là. Autant l'investissement de méthode de travail que vous avez fait en PACES, vous pouvez considérer qu'il est à fond perdu. Là, ce que je vous propose là, c'est gagnant-gagnant, hein, ça va vous servir toute votre vie professionnelle. Ça vaut vraiment le coup d'investir, de travailler de cette manière. Hein, donc les levées de tension, oui, l'innervation réciproque de Sherrington, le principe est très intéressant. Alors, je sais pas si on vous l'a fait pour le psoas, par exemple. C'est très très intéressant. Un psoas contracturé. Donc là, c'est pareil. Un psoas contracturé. Déjà, il faut savoir palper le psoas. Ok. Après, vous êtes d'accord que c'est pas avec le psoas qu'on va faire un pétrissage profond. Hein. Déjà, tu n'arrives pas à le trouver, donc un pétrissage profond, bonne chance. Par contre, peut-être que si je place la hanche en flexion, je vais utiliser l'innervation réciproque de Sherrington. Donc l'antagoniste du psoas, c'est le grand fessier. Et le principe, c'est que plus ce grand fessier va se contracter fort, plus il va envoyer d'influx inhibiteurs sur le psoas, homolatéral. Question, quelle est la position qui permet de recruter un maximum de force pour le grand fessier? Est-ce que c'est procubitus hanche tendue? Non.
Quand est-ce qu'il développe de la force? Quand est-ce qu'on a mal? Quand est-ce qu'on a des contractures des fessiers, là? On fait les squats. Squat, step, tous ceux qui font, par exemple, s'il y en a qui font du badminton, du squash, hein, on va chercher le volant ou la balle très très bas. Putain, le lendemain, on monte les escaliers, on se dit, ah oui, bah ouais, t'étais en fente tout le temps. Le grand fessier, il développe de la force quand tu montes les escaliers, tu te serres, quand tu fais c'est pour ça qu'on fait du step, hein, si tu veux muscler tes fessiers, tu fais du step. Hein, si tu veux sculpter ton corps pour la plage, n'hésite pas. Mais c'est à partir de 90 degrés de flexion qu'il développe son maximum de force. Donc, sur mon sujet en décubitus, je place la hanche à 90 degrés et je dis au gars, pousse sur ma main, quoi. Vas-y. Défonce avec ton grand fessier pour envoyer un maximum d'influx inhibiteur sur le psoas. Mais le psoas, je peux utiliser également l'innervation croisée. Ça veut dire que je vais utiliser la contraction du psoas controlatéral, et plus je vais recruter de force dans ce psoas, plus il va envoyer d'influx inhibiteurs sur le psoas controlatéral. Quelle est la meilleure position pour recruter un psoas? 90. Hanche fléchie aussi. Hanche fléchie aussi à 90 degrés, c'est celle que vous utilisez dans le MFM. En MFM, vous faites quoi? Vous le mettez assis en bord de table et tu dis soulève. Parce qu'on te dit que tout ce qui se passe avant, c'est le droit fémoral. Bon, bah alors, si tu veux qu'on te dise ça, c'est à partir de 90 degrés de flexion de hanche qu'il est à donf pour de la flexion. Bon, ok. Bah, qu'est-ce que je vais faire, moi? Sujet en décubitus. Je vais mettre donc le psoas, donc la tête du sujet est là, donc pour moi c'est le psoas droit du sujet. Sa hanche droite, je la mets en flexion avec une résistance à l'extension pour recruter le grand fessier. Innervation réciproque de Sherrington. Je lui demande de fléchir l'autre hanche, la hanche gauche. Je mets la main dans l'autre sens pour résister à la flexion. Flexion du gauche pour inhiber le droit. J'ai donc mes deux avant-bras comme ça. J'ai mes pectoraux, je suis blindé, et je dis au gars, tu pousses sur mes mains dans les deux sens. Et là, vous êtes super bien placé, vous êtes bien campé, vous avez vos pectoraux, vous bloquez l'ensemble, et tu as un grand fessier à droite, innervation réciproque de Sherrington qui bombarde d'un flux inhibiteur, et le psoas controlatéral à gauche, innervation croisée de Sherrington, qui envoie un maximum d'influx inhibiteur sur le psoas controlatéral. J'ai la même cible, deux techniques différentes, simultanément. On pourrait nous remontrer ça demain matin, parce que c'est pas très clair sur la... Vous n'avez pas suivi, c'est parce que vous écoutez pas. Ouais, si. Ouais, bon, d'accord, je vous le montrerai. Tout le monde a vu? Sujet hanche fléchie, les deux hanches sont fléchies, tu résistes à l'extension d'un côté et à la flexion de l'autre. Point. Mais est-ce que ça peut être compliqué pour le patient parce que c'est pas facile quand même. Enfin, il y en a certains qui ont des problèmes de coordination et donc de faire une action d'un côté, une action de l'autre. Ouais. Ah, le prenez pas mal, hein, monsieur Kiro, mais en général, à ça, je réponds, ouais, puis il pourrait être amputé à gauche. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et là, on peut pas le faire, quoi. Ouais. Non, vous avez raison. On peut pas faire tout. Ça, quand je vous décris ce type de technique, c'est la technique idéale quand tout est possible. Vous pouvez avoir un déficit de flexion de hanche controlatérale. Bah, c'est pas grave, tu le feras à minima. Le sujet n'arrive pas à coordonner, laisse tomber, c'est pas la peine. Fais les deux techniques, mais une par une. Ouais, vous faites un côté, puis vous faites l'autre. Puis vous verrez bien si vous arrivez à éduquer le patient pour qu'il fasse les deux. Oui, bien sûr, ça peut poser problème. Vous avez raison, parce qu'il faut coordonner les deux. Mais comme c'est quelque chose qui se rapproche un petit peu de la physiologie, hein, flexion, extension, c'est un mouvement qui reste assez facile à obtenir. Après, il faut vous autoriser à... Le patient comprend pas, ben on ne sait pas, puis on verra plus tard pour faire les deux. Il n'y a pas de membre inférieur gauche, bah tu feras que l'innervation réciproque, etc. On s'adapte. On peut pas le mettre à 90 degrés de flexion de hanche. Ah, il y aura donc peut-être aussi du droit fémoral. C'est pas grave. Il y aura aussi du psoas. Je sais bien. Je connais les limites de la technique. C'est pas pour autant que je vais m'en priver. Par contre, je suis bien conscient que je n'aurai pas tout à fait le même effet. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de technique, c'est que quand tout fonctionne bien, je peux le faire en une ou deux répétitions. Quand je sais que ça fonctionne pas bien, je vais peut-être en faire 5 ou 6. Mais tout ça, je vais l'ajuster parce que j'observe que je peux pas le mettre à 90, je peux faire que 30 degrés de flexion.
Là, le psoas, c'est pas trop chaud pour l'avoir en innervation croisée, donc je vais doubler ou tripler l'exercice. Et vous voyez que pour proposer ça, il faut être dans la maîtrise de qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce qui marche le mieux. Et après, vous avez raison, il faut s'adapter au patient, que ça soit en termes de compréhension ou simplement de son potentiel articulaire et musculaire. Bien, jeunes gens, 18h05. Il y en a qui sont partis parce qu'ils avaient rendez-vous chez le doc, pas de problème. Une dernière question, quelque chose? Donc, vous voyez, hein, la mob passive, ça paraît toujours simple, mais j'espère que je vous ai donné un petit peu de sens à ce qu'on en fait et comment il faut la présenter. Et s'obliger à la présenter de cette manière, c'est donner du sens. Si vous savez donner du sens, c'est que vous êtes en train de comprendre ce que vous faites. Et si vous êtes en train de comprendre et que vous avez bien compris ce que vous êtes en train de faire, je résume un peu, mais en gros, vous n'avez plus besoin de l'apprendre. Et ça, c'est un gain de temps fantastique. Excusez-moi. Oui. J'aurais une question concernant l'innervation croisée de Sherrington, parce que finalement, je ne suis pas sûre d'avoir compris le principe. En fait, on recherche une contraction isométrique de la même façon, c'est ça? On fait une contraction contre-résistance, par exemple, du psoas, et l'autre va s'inhiber. L'innervation réciproque, c'est quoi? Il faut que vous regardiez, hein. Là, tout à l'heure, on a fini. Vous allez dans Google, vous tapez innervation réciproque de Sherrington, vous demandez image et vous avez les schémas. Le schéma vous montre quoi? Que quand un muscle se contracte, pour que le mouvement puisse se réaliser, il ne faut pas que l'autre résiste. Donc, il y a une première intention qui consiste à envoyer des influx inhibiteurs pour le faire. Mais ça, c'est le principe neurologique de base. Donc, quand moi, je le sollicite de manière artificielle comme on le fait là, on est à peu près sûr de l'obtenir. Mais il est évident que quand vous marchez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'innervation réciproque, elle permet, par exemple, quand vous avancez, contraction du quadriceps, tout d'abord, vous avez une inhibition pour que le mouvement démarre, mais très rapidement, en même temps que se contracte le quadriceps, vous avez un freinage excentrique des ischio-jambiers pour que votre genou n'aille pas trop loin. Donc, vous voyez bien que le muscle n'est pas flasque quand on dit inhibé. Quand vous frappez dans un ballon, hein, je parle de foot, de rugby, de ce que tu veux, tu tapes dans une balle avec ton pied. Quand tu tapes très fort dedans, que tu as l'habitude de taper une balle, voilà, tu tapes une balle. Imagine que tu fais la même chose, mais au dernier moment, la balle s'enlève. Là, vous voyez bien ce qui arrive, hein. On fait un mouvement et on peut se faire très très mal au genou. Parce que les ischio-jambiers votre cerveau avait anticipé la frappe de balle, sa résistance, et vous aviez un ajustement des ischio-jambiers qui freinait ces mouvements hyper violents d'extension une fois que vous aviez frappé la balle. Mais la balle disparaît, un faux rebond, eh bien, il y a un petit décalage, 2 millisecondes, trop tard. Hein. Vous avez des mecs qui se pètent les genoux parce qu'ils ont tapé à côté de la balle, tellement ils voulaient taper fort. Parce que ça n'a pas freiné suffisamment tôt. Donc, quand on parle d'innervation réciproque, c'est un principe qui nous explique cela. Maintenant, la manière dont nous, on le sollicite, eh bien, on arrive à l'obtenir. Parce qu'il n'y a pas de mouvement en jeu, et il n'y a pas de situation critique en jeu, puisque c'est vous qui maîtrisez la situation. Donc, est-ce que c'est une contraction isométrique? Oui, on peut demander une contraction isométrique. Si l'idée, c'est d'avoir un maximum d'influx inhibiteur, il faut trouver la position qui recrute, dans laquelle on peut le mieux recruter le muscle que l'on veut recruter. Maintenant, on peut allier plusieurs choses. On reprend l'exemple du biceps. Vous faites alors ce qui est intéressant, contracture du biceps, course externe maximale infradouloureuse, contraction isométrique maximale infradouloureuse, 5 à 6 secondes de repos, nouvel étirement. C'est la relaxation post-isométrique. Ce que je peux faire, c'est quand le sujet a respecté ces 6 secondes de repos,
je peux dire au sujet, poussez un petit peu sur ma main ici. Et c'est le sujet qui va vers la course externe en active. Et là, il utilise donc son triceps brachial, qui va envoyer des influx inhibiteurs au biceps. Et donc là, je joins deux techniques qui permettent de travailler sur une contracture musculaire. Donc je répète, contraction isométrique, relaxation post-isométrique. Et au lieu que ce soit moi qui fasse la mode passive, je dis au sujet, essaye de tendre ton coude. Et donc à ce moment-là, cette contraction triceps peut aider le mouvement. Et parfois, c'est beaucoup mieux supporté par les patients de cette manière. Et là, je fais l'association de deux techniques. Mais ça, je m'adapte aux patients. C'est une proposition que je vous fais, mais il y a des patients pour qui ils n'osent pas contracter, ils préfèrent que ça soit vous. D'autres disent non, je veux pas que ça soit vous, laissez-moi faire. Ok. Mais vous maîtrisez, vous savez ce qui se passe à chaque fois. J'ai répondu à votre question? Oui, c'est très clair pour l'innervation réciproque de Shenington et le demi-relâché, mais c'était l'innervation croisée de Shenington. Je suis pas sûre d'avoir saisi le principe. L'innervation croisée, on l'utilise quasiment jamais. On l'utilise jamais parce que je vous ai dit, ça ne s'adresse qu'à des muscles qui sont plutôt axiaux. Tu vas pas faire l'adducteur du 5 à droite pour l'adducteur du 5 à gauche. On l'utilise rarement quand. On vous a dit quoi? Vous a donné des exemples? Pardon? On vous a donné des exemples pour utiliser l'innervation croisée? Non, moi j'avais jamais entendu parler de l'innervation croisée avant aujourd'hui. Ouais. Je crois comprendre, ça se rapproche de l'irradiation finalement. Axiale, périaxiale. Non? Non. C'est ça? Non, on n'est pas dans l'irradiation. L'innervation croisée, c'est le même principe. Quand un muscle se contracte, il inhibe l'autre. Sauf qu'on dit croisé parce que c'est controlatéral. Alors que l'innervation réciproque, c'est agoniste-antagoniste. D'accord? Quand on dit croisé, ça veut dire que tu passes de droite à gauche. C'est le muscle controlatéral. Donc quand je recrute le psoas gauche, il envoie des influx inhibiteurs au psoas droit, controlatéral. Ça croise, innervation croisée. Et ça ne marche globalement que pour les muscles qui sont assez proches du rachis ou des racines des membres. Ça marche pas pour des muscles distaux. Enfin, un neurologue spécialisé du mouvement vous dirait si, il y a quand même une influence. Quand tu prends le pianiste, il est obligé d'inhiber ça. Ok. On va pas se prendre la tête. Nous, on est dans des techniques pour lever une tension musculaire. Si on veut utiliser ces principes pour lever la tension musculaire, il y a des principes d'utilisation qui sont plus adaptés à une situation qu'à une autre. Voilà. L'innervation croisée pour un psoas, c'est bien. L'innervation croisée pour les extenseurs du poignet, ça sert à rien. D'accord, ok. Merci. Très bien. Sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, on se quitte là. Si, moi j'ai juste une petite question qui m'est venue. En fait, si vous dites que du coup pendant le truc de l'innervation réciproque de Sherrington, ça inhibe l'agoniste. Dans ce cas, comment on peut réaliser de l'excentrique, en dehors des étirements, mais comment on peut contracter excentriquement le muscle, du coup, si ça inhibe? Oula, Ouais. je vous ai pas suivi. Oui, là je suis un peu perdue, mais... Simplifions. Oui. Si on utilise l'innervation réciproque de Sherrington, c'est que on a un objectif, on a une cible, on veut inhiber un muscle, on veut lever sa tension musculaire. Vous êtes d'accord? Donc, si je veux diminuer la contracture du biceps, son antagoniste, a priori, c'est le triceps. Donc, je dis au sujet, pousse sur ma main pour recruter le triceps contre résistance, et ça envoie des influx inhibiteurs. Voilà. Que vient faire l'excentrique là-dedans? Oui, non, ça j'ai compris du coup. Ouais. Mais du coup, c'est toujours le cas que quand on contracte l'antagoniste, on inhibe l'agoniste. Du coup, je me dis, comment on peut contracter excentriquement, du coup, si ça inhibe? Contracter excentriquement. Contracter excentriquement, faire du travail excentrique.
Oui, du je pense avoir triceps ou du compris ce biceps. qu'elle voulait dire. Par exemple, sur un mouvement de frappé de balle, comme vous disiez, on contracte le quadriceps et à la fin, on contracte les ischios en excentrique pour freiner le mouvement. Je pense que C'est c'est ça. là-dessus qu'elle voulait rebondir. Oui, très bien. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Il faut pas penser ça, justement. Ah. Je vous disais, le principe de l'innervation réciproque, c'est que pour faciliter naturellement le mouvement, un muscle tend à envoyer des influx inhibiteurs. Mais selon l'activité, vous avez des structures de régulation qui, eux, mettent d'autres stimulations en jeu. Donc, on va dire, pour faire simple, que les petits influx inhibiteurs envoyés par la contraction du quadriceps, ils vont être bouffés par les influx excitateurs qu'envoie le cervelet en contrôle de mouvement qui veut pas péter son genou. Vous voyez ? Donc on a, oui, je comprends votre question. C'est que pour l'instant, vous voyez le contrôle du mouvement on-off, c'est-à-dire soit le muscle se contracte, soit il se contracte pas. Pas du tout. La plupart du temps, on fonctionne en co-contraction. Hein, vous avez une vision agoniste-antagoniste. C'est pas ça. Dans la plupart de nos actions, nous avons des mouvements en co-contraction. Vous avez les muscles du mouvement et tous les muscles qui contrôlent. Oui. Donc tout se mélange et en fonction du mouvement que vous voulez faire, eh bien, votre cerveau régule, il laisse passer les influx inhibiteurs ou pas. Mais quand vous êtes en situation sujet allongé et que c'est vous qui commandez, vous l'avez ce système-là, puisque vous ne sollicitez pas d'autres mouvements sauf ce que vous souhaitez vous, et que ça ne fait pas partie du mouvement coordonné et volontaire du patient, mais que vous recherchez l'analytique. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas toujours le travail excentrique, c'est que quand on veut vraiment freiner le mouvement et quand vous dites du coup une contraction, mais je sais que dans la régulation du VO6 de Monsieur Martin, je sais plus quoi, il avait dit une contraction, un travail concentrique d'un muscle n'est pas toujours suivi d'un travail excentrique des muscles antagonistes. Oui, bien sûr. Okay. Si je suis assis au bord de table et que vous me demandez de tendre la jambe pour tester mon quadriceps à vitesse lente, jamais vous allez recruter les ischiojoviens. Jamais. Par contre, vous me mettez debout, vous me demandez de courir ou de frapper dans une balle, eux, ils vont se mettre en jeu. Si je tape la balle à vitesse lente sans rien faire, ils interviendront jamais. Mais si je dois frapper dans la balle vraiment, ils interviendront. Et là, on n'est pas en mode volontaire. D'accord ? On est en mode contrôle du mouvement. Vous verrez, il y a le système pyramidal qui est la motricité volontaire, et il y a le système extra-pyramidal qui est la motricité involontaire. Si vous voulez considérer que, globalement, nos muscles sont plutôt sur-sollicités et qu'il y a toujours un système inhibiteur qui contrôle. Et donc, quand vous enlevez ce système-là, par exemple, quand il y a des défaillances de ces systèmes-là, vous avez une prédominance du système extra-pyramidal, et là, vous vous retrouvez avec des gens qui ont plein de mouvements involontaires. Peut-être vous avez déjà vu des patients, vous savez, qui bougent un tout petit peu comme ça, qui grigochent un peu comme ça, parce qu'ils ont perdu l'inhibition. Hein. Ce qui prédomine, c'est la motricité involontaire, c'est-à-dire que ce que vous voyez, en fait, c'est que moi, quand je sais pas, je veux faire, quand je parle, j'ai des mouvements automatiques de la lèvre, des lèvres, l'orientation de la langue. Imaginez que, moi, par exemple, je tends mon bras ici, qu'il n'y ait plus de contrôle de cette activité-là. Je vais peut-être y arriver, mais le mouvement, ça va être comme ça. Et, j'arrive à toucher. Imaginez que vous ayez ça au niveau des muscles de la langue et des lèvres. Si je veux parler, je vais parler. Parce que je veux faire un mouvement et la langue part par là, la lèvre part par là. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui fait des grimaces, il part comme ça. Tu dis bonjour, c'est quoi ce débile, quoi? Non. Il a une suractivité de sa motricité involontaire qui n'est plus contrôlée.
Et toute la journée, il peut bouger comme ça. Tu sais, ces gens, ils sont là, comme ça, ils ont des mouvements, voilà, ils sont un peu tordus, comme ça. Tu dis, c'est quoi ce débile? Non, il n'y a plus le contrôle. Il y a un facteur d'inhibition qui merde. Il y a un cervelet qui fonctionne plus. Et donc là, on voit bien cette hyperactivité qui existe spontanément et qui est toujours régulée par notre système nerveux central. C'est là où la neuro, ça devient passionnant. Donc, ces réflexes de base, on les utilise, nous, sur des mouvements analytiques qui n'engagent rien. Dès que vous rentrez dans un mouvement compliqué, alors là, effectivement, on peut pas réfléchir en mode on-off avec agoniste-antagoniste ou je sais pas quoi. Il y a plein de choses qui se surajoutent dessus. C'est ce qui fait que c'est un peu compliqué pour vous à ce moment-là d'envisager toutes les solutions. Mais retenez ça. Un mouvement très lent, contrôlé en mode volontaire, j'ai pas besoin des ischio-jambiers pour freiner. Je tape dans une balle, il y a tellement d'autres choses, ma situation d'équilibre, la course d'élan, toute la chaîne musculaire que je dois mettre en jeu, les protections, elles se mettent en route, de coordination de mouvement, et donc il y aura de l'excentrique des ischios à la fin. D'accord. Merci. J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Oui. C'est bon, on peut y aller ?